Pour l'ingestion, t'en parlais tout à l'heure, on a un outil in-house qui nous permet de gérer l'ingestion parce que c'est très spécifique côté. Donc on n'a pas de LT comme Fivetran, comme Airbyte. On veut se prévenir de tout changement qui pourrait influencer toute la chaîne de transformation et qui pourrait rendre à la fin un dashboard inutilisable parce qu'il y a un KPI qui a changé de nom. Donc l'idée c'était de dire ça, ok, on veut ingérer de la donnée dans un endroit centralisé, mais on veut que ça soit stable, on veut que ça soit qualitatif. On veut que quand il y a un changement, tout le monde soit au courant. Donc ça, c'est une première approche sur la qualité et la stabilité de la donnée qui justifie qu'on développe ce concept de data contrat, qui est juste... Aujourd'hui, je reçois Victor, qui est Head of Data Platform chez VP, la licorne française qui propose des ventes flash via son site e-commerce. Donc aujourd'hui, on va parler de son parcours, de ses chantiers, de ses plus gros challenges et surtout d'un challenge en particulier, à savoir scaler sa plateforme grâce aux data contracts et grâce à un outil ou un produit ou une solution d'ingestion assez unique que vous avez mis en place. Hello Victor, ça va ? Salut, ça va, oui, merci. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Juste pour info, on avait déjà eu un invité de VP, donc qui était Amine, dans un épisode sur lequel on avait parlé de votre algo de recommandation. Et Amine avait présenté un peu plus en profondeur VP, donc aujourd'hui on va pas retourner dans le détail. Donc je vous invite à écouter l'épisode 16 si vous voulez en savoir plus sur cet épisode. Et là on va rentrer directement un peu dans ton parcours Victor. Comment tu t'es retrouvé toi, Head of Data Platform chez VP ? Moi j'ai commencé à travailler chez Vente Privée, chez VP, en 2019. Et du coup en fait j'ai fait un graduate programme. J'ai eu la chance de passer dans presque toutes les équipes data, de voir tous les thèmes, donc de la data analyse à la data science, faire un peu de gouvernance, d'analytics engineering. Et à l'issue, j'ai eu l'opportunité de reprendre en fait le management de l'équipe plateforme, qui a la responsabilité de deux scopes en fait. Le premier, c'est proposer un service et un produit pour l'ingestion de la donnée. Donc les équipes techniques internes de VP qui veulent exposer de la donnée pour des besoins business, on va leur proposer une solution technique pour ingérer cette donnée. Et aussi l'exposer, la donnée, une fois qu'elle est gouvernée, qu'elle est augmentée en quelque sorte, ils vont pouvoir l'extraire de notre data warehouse, enfin de notre gros centre de données. Et donc on fait aussi ces interfaces-là. Et le deuxième scope, c'est l'aspect core. En fait, on va aussi proposer des services en interne à la data pour qu'ils puissent, eux, héberger leurs applications, faire tourner leurs applications, déployer leurs applications facilement. Donc on va faire plus ce qu'on appelle du DevOps sur ces sujets-là. C'est des équipes où il y a un architecte, un SRE, moi-même, où on va avoir plus d'expertise du coup sur quels sont les outils qu'on utilise pour faire tourner nos applications. Donc là, on est un peu en dehors du scope vraiment data engineering, mais plus sur le software engineering et un cas un peu classique de on a des applications à faire tourner en temps réel, à monitorer, faire des alertes autour de tout ça. Deux premières petites questions par rapport à ça. La première, c'est sur ton parcours. C'est intéressant ça parce que j'avais jamais entendu parler d'un graduate programme spécialisé sur la data comme ça. J'ai l'impression que c'est pas du tout fréquent. Pourtant, c'est vachement cool parce que du coup, tu as vraiment découvert en 2 ans tous les métiers de la data. T'avais vu ça ailleurs avant ? On me pose souvent la question, me demander si ça existe encore, si ça existe ailleurs. En fait, en 2018, VP avait lancé une share avec des écoles partenaires. Moi, j'ai fait Télécom Sud Paris, j'ai fait une autre école de commerce après. Donc, on faisait partie des écoles partenaires pour certains programmes qui proposaient essentiellement à ces étudiants-là. Et du coup, ils proposaient plusieurs graduates. Donc, l'idée, c'est de découvrir à la fois les différents métiers, soit de l'entreprise, soit d'un scope particulier, mais aussi les différentes entités du groupe. Souvent, c'est des groupes qui sont à l'international. Et puis souvent, c'est assez réputé parce que, alors, ils sont pas tous forcément à destination de profils à potentiel leader, mais il y a un peu ce côté où on te prépare pour ensuite que tu prennes un rôle, c'est exactement un peu ça. plus de management, etc. Et c'est vrai que j'avais déjà entendu, parfois, t'en as qui sont spécialisés un peu justement quand même sur le développement commercial, ou justement où tu vas faire un peu de sales, un peu de marketing, etc. Mais c'est vrai que sur la data, j'avais jamais entendu. C'est ça, chez nous, ils avaient ouvert 4 parcours, je crois qu'il n'y en a eu que 3 au final. C'était marketing, sales, RH et data. Il y en a eu 3 effectifs. Depuis, ça n'a pas eu lieu à nouveau. Ok. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des programmes que tu lances quand tu as de la maturité. Et en fait, ils se sont rendus compte, OK, on a une équipe data où il y a 50, 60 personnes, où il y a des périmètres bien définis et on va pouvoir lui faire beaucoup de choses. On va pouvoir aussi l'envoyer dans les bureaux en Espagne ou en Belgique parce que VP, c'est un groupe en Europe. Du coup, ça avait du sens. Mais pourquoi, du coup, ils le font plus ? Parce que vous n'avez pas perdu en maturité ? Parce que c'est des programmes qui doivent être portés, tu vois, par des mentors à chaque fois, qui impliquent beaucoup de choses en interne. Oui, c'est juste, c'est compliqué. Ils se sont dit, en vrai, c'est quand même une grosse charge. Ok, très clair. Juste pour conclure là-dessus, peut-être, message, du coup, je sais pas, aux leaders data ou peut-être à quelques
profil plus RH qui nous écoute. En tout cas, c'est super attractif pour les profils, je pense. Donc après, c'est vrai que si ça représente une charge énorme, à voir comment ça peut se mettre en place. Mais moi, je pense que pour ceux qui essayent d'attirer plus de profils, avoir en place quelque chose comme ça où tu promets, tu vas faire un peu d'analytics, un peu de science, un peu de plateforme, ou peut-être même tu vas faire un passage un peu au business. Enfin, c'est hyper cool. Et j'avais un autre sujet par rapport à ces profils, donc plus SRE que tu évoquais avant. Tu nous disais voilà, que tu as une équipe plateforme avec ces profils un peu plus techniques que ce que j'entends habituellement, donc qui sont les SRE. Finalement, j'ai l'impression que c'est assez rare de trouver ces profils dans des équipes data. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est juste qu'habituellement, ils sont plutôt rattachés à l'équipe technique et l'équipe data plus traditionnelle, on va dire, avec les data engineers, les data science, etc., ont les mêmes services, mais ça vient de l'équipe tech plus large? Ou est-ce que c'est une spécificité VP? Je pense pas que ça soit une spécificité VP. On a beaucoup de produits, beaucoup de produits machine learning. Notre produit d'ingestion, c'est un produit, donc c'est un outil logiciel, quoi. Donc on a beaucoup de choses à faire tourner et à monitorer et il faut s'assurer que ça fonctionne correctement. Les SRE, ils vont intervenir là-dessus sur la qualité de l'application quand elle est en run, d'accord? Sur le monitoring, l'alerting, la qualité de l'infrastructure, comment elle tourne, si on travaille sur Kubernetes. Bon, je vais pas aller dans des détails, mais l'idée c'est quoi? C'est que tout se passe bien une fois que le produit il est fini, il est développé et qu'il puisse être utilisé correctement tout le temps. Et il y a cette notion, je pense qu'Amine en avait parlé l'année dernière quand il était intervenu, de service level agreement, objectif, indicateur. Oui. L'idée de dire que quand on a un produit logiciel qu'on propose, il faut garantir des performances. Tu vois. Et il faut se fixer des objectifs et du coup avoir des indicateurs. Donc, en fait, c'est exactement ça, les indicateurs, les objectifs, les agreements. L'agreement, c'est à la fin, si tu as un utilisateur de ton produit, tu vas dire, moi, je m'engage à ce que le produit soit accessible, il soit disponible, il n'envoie pas trop d'erreurs, il envoie des réponses en temps de temps. Et ça, c'est vraiment cette composante SRE généralement dans les entreprises. Soit c'est centralisé, ça peut être le cas, tu vois, chez VP, la partie VP Tech, ils ont des équipes SRE transverses, mais ils ont aussi des SRE parce qu'il faut traduire, tu vois, il faut monitorer quand même correctement les applications dans les équipes aussi. Donc, il y a les deux niveaux. Il y a l'équipe transverse, donc comme tu dis tout à l'heure, la data peut être historiquement déléguée à des équipes transverses plus tech, mais il y a aussi dans les équipes maintenant de plus en plus des SRE spécialisés sur des verticales. Voilà, c'est ça. Et après, je pense que c'est aussi lié à une spécificité que vous avez chez vous, c'est-à-dire que toi, ton équipe data platform, finalement, elle est plus constituée de profils qui développent des produits data à destination d'autres profils data, par exemple, qui vont faire des pipelines ou qui vont faire de la transfo de données, etc. Et vous, finalement, vous faites pas trop de pipeline de ce que j'ai compris. Et ça, c'est en partie lié au produit dont on va parler aujourd'hui, à savoir un peu la solution d'ingestion que vous avez mise en place. Donc là, je fais un gros teasing. Mais juste avant de rentrer là-dedans, j'étais curieux, comme on parle quand même aujourd'hui de data platform, que tu nous fasses un peu la high-level design de votre plateforme et des outils que vous utilisez, de votre stack, avant qu'on zoome un peu dans ce produit. Ok. Et puis que aussi tu puisses contredire ce que je viens de dire, vu que j'ai vu que tu n'étais pas forcément d'accord avec mon affirmation. Mais tu le diras après. On utilise principalement des services cloud sur GCP, sur Google Cloud Platform. Donc, on va partir de manière un peu linéaire, quoi, de l'ingestion à comment est-ce qu'on expose cette donnée-là. Pour l'ingestion, tu en parlais tout à l'heure, on a un outil in-house qui nous permet de gérer l'ingestion parce que c'est très spécifique côté VIP. Donc, on n'a pas de LT comme Fivetran, comme Airbyte. On a un ETL du coup legacy qui est Informatica, qui nous permet encore de nous brancher à des systèmes legacy et qu'on utilise toujours. On fait un petit peu de Airflow avec des connecteurs spécifiques qui vont sur des API éventuellement. Mais voilà, sur la partie ingestion, ça va être un outil assez interne. J'explique 2 secondes s'il y a des profils qui découvrent un peu ces termes engineering. Donc effectivement, ce qu'on appelle les ETL, c'est les extract, load, transform. C'est un peu la même chose que ce qu'on va appeler parfois la brique d'ingestion. Donc tout ça, c'est ce qui sert vraiment de connecter la donnée des sources vers le data warehouse, c'est-à-dire l'entrepôt de données, la base de données. Et après, tu parlais aussi d'Informatica, donc qui est un ETL parmi d'autres, qui est effectivement maintenant vu comme un outil un peu à l'ancienne, qui doit avoir 30 ans. Et tu disais qu'il permet là de se connecter avec tous les outils legacy. Mais justement, comme c'est un outil un peu à l'ancienne, lui, il a les connecteurs pour se connecter aux sources qui sont aussi un peu à l'ancienne. Et c'est un peu ce qu'on va appeler le legacy, c'est les sources qu'on se trimballe un peu depuis longtemps, qui sont très bien, et on a tout ça dans ça marche bien, c'est pas forcément du négatif, c'est que ce qui va avec le terme legacy, c'est la perte de connaissances qu'il y a autour, les gens qui ont travaillé là-dessus, c'était il y a plusieurs années, ils sont pas forcément là, c'est surtout ça, mais ça veut pas forcément dire que c'est mal fait ou que ça marche pas bien, sinon on s'en débarrasserait beaucoup plus vite. Ça marche plutôt bien. D'ailleurs, Informatica, je suis sûr qu'aujourd'hui il y a plein de connecteurs et que une boîte qui a le temps, l'argent pour investir dans des consultants Informatica peut vraiment, construire quelque chose de très solide avec ça. Ce qui est intéressant, juste pour rebondir là-dessus, c'est qu'Informatica, c'est un ETL. Il y a l'aspect transformation au milieu
de l'extraction et du chargement, tu vois, dans la base. C'est un paradigme qui a un peu changé quand même. Aujourd'hui, dans tes podcasts, on entend bien, ça parle beaucoup de Fivetran, de Airbyte ou d'autres solutions alternatives. C'est des outils où en fait on va faire du DBT à la sortie de l'outil. On va orchestrer la transformation une fois qu'on est dans la destination, dans le data warehouse, dans l'endroit où on veut stocker toutes nos données. On a déjà parlé effectivement sur le podcast, le changement de paradigme en fait et le passage de l'ETL, donc extract, transform, load, où la transformation se passait historiquement avant que la donnée rentre dans la base de données. Donc on stockait uniquement la donnée déjà préparée et on est passé après à ce qu'on appelle le LT, donc extract, load, transform, où maintenant on load la donnée complètement brute. Ensuite, on vient la transformer à l'intérieur, notamment grâce à un outil que tu évoques, qui est DBT. Et en 2 mots, ce qui a permis ce changement de paradigme, c'est qu'effectivement, le coût du stockage a baissé. Donc, ces entreprises se sont dit, en fait, maintenant, on peut tout balancer dans le warehouse, ça ne coûte pas forcément beaucoup plus d'argent. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des quantités monumentales de données qui servent à rien dans les data warehouse. Mais ça, c'est un autre sujet. Et l'autre sujet, c'est aussi qu'il y avait quand même un petit point de douleur qui était lié au fait qu'on opère tout le temps les transformations à l'entrée. C'est que, du coup, il fallait avoir prévu toutes ces transformations, parfois sans avoir une vue claire de la data, parce que la data, elle était dans des sources, il fallait choper les extracts, donc c'était déjà pas facile de prévoir ces transformations en amont. Et du coup, si on s'était trompé, et une fois que la donnée était préparée dans le warehouse, et là, il fallait un peu recommencer toute la chaîne, aller changer les transformations. Et comme tu dis, c'est souvent aussi des outils où c'est des consultants qui s'en occupent, donc en plus, tu as des intermédiaires, donc voilà, c'était un peu compliqué. Et c'est vrai que le nouveau paradigme a permis finalement de simplifier un peu ce process, quoi. Il y a un point que tu viens de dire, que j'aimerais bien qu'on rebondisse dessus après, ça va être en lien avec notre plateforme d'ingestion, c'est on charge de la donnée raw brute. Ouais. Ça, justement, c'est un point sur lequel on fait attention, qu'on essaie d'éviter. Ok. De pas juste se dire, ok, on se connecte, on charge, et après on voit, tu vois. Et après on voit, ouais. Simplement, notre data warehouse, on en parlait plus tout à l'heure, BigQuery, on fait du GCP parce que BigQuery, on a construit autour de BigQuery. Tout ce qui est bus, message bus, donc comment est-ce qu'on fait passer les messages d'un service à l'autre, ça va être du PubSub, c'est un équivalent Kafka sur GCP, enfin bref. Ensuite, on va faire du DBT pour tout ce qui est transformation de la donnée, donc en SQL. On va orchestrer DBT avec Airflow, donc je déclenche à 7h du matin telle transformation, ou à 2h du matin, ou toutes les 15 minutes telle transformation. Ça, c'est Airflow qui va nous permettre de faire ça. Ça, c'est intéressant parce que du coup, Airflow, on l'utilise presque essentiellement comme un scheduler et on doit faire presque que ça. Et plus comme un outil où on va développer un peu de logique à l'intérieur, dans les scripts, dans les DAG. Les DAG, c'est les jobs qu'on va lancer sur Airflow et qui vont être une séquence de différentes tâches. Et pour tout ce qui est visualisation, exploitation, donc l'exposition de la donnée, on va proposer quelques API in-house en intermédiaire de BigQuery pour pas que les gens accèdent directement à BigQuery, mais pour qu'il y ait une gestion intelligente des permissions, des ressources. Et la partie BI, ça va être MicroStratégie. Ok. Et attends, et cette couche un peu intermédiaire, c'est des outils que vous utilisez ? Ouais, c'est pour les produits techniques qui veulent réutiliser de la donnée consolidée. Tu vois, ils vont pas la consommer sur un outil BI, ils veulent l'ingérer dans un nouvel outil, typiquement qui va permettre aux commerciaux d'avoir accès à la performance. Dans leur CRM. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un peu un reverse ETL. Ouais, exactement. C'est quel type d'outil que vous utilisez ? On appelle une API in-house. D'accord. Très très simple, qui est juste un wrapper pour des requêtes SQL. Et derrière, ça fait du BigQuery en fait. Ok, écoute, super clair. Je te propose qu'on zoome maintenant dans le sujet du jour. On a mis du temps à y venir, mais on y est. Donc effectivement, aujourd'hui, l'idée, c'était de parler surtout de cette brique d'ingestion donc que vous avez développé in-house et qui a soulevé pas mal d'enjeux, de challenges. Donc hyper intéressant qu'on creuse un peu, notamment parce que, comme tu le disais sur le podcast, on voit que de plus en plus les boîtes prennent des solutions du marché pour gérer leur ingestion type Fivetran, type Stitch ou d'autres. Et donc, heureux d'avoir déjà un peu de contexte là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez fait ce choix-là, un peu de quoi on parle aussi en termes de briques d'ingestion ? Globalement, ça a été pensé, ce que je vais expliquer, il y a assez longtemps. On ne parlait pas forcément de data contract à ce moment-là, mais cette philosophie, tu vois, c'est cette plateforme centrée autour du concept de data contract a été faite il y a 5 ans, je crois. Ça a commencé à être développé. Le use case VP, il est particulier, c'est une grosse boîte en Europe. En fait, on est, comme tu me le disais avant en off, tu savais pas qu'il y avait beaucoup de tech chez VP. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe, il y a beaucoup de services internes. La tech, ce qu'on appelle VP Tech, propose beaucoup de produits donc en support pour le métier. Pour que ce soit pour les entrepôts, pour la finance, pour le marketing, pour les commerciaux, voilà. On fait beaucoup de produits technologiques chez VP. Et à l'inverse, on va chercher très peu de données externes. VP n'est pas du tout un endroit où vous allez voir de la publicité parce que vous avez vu de la donnée, vous avez vu des marques sur Internet et qu'il y a des pixels Facebook, des choses comme ça. Pas du tout. On n'utilise que de la donnée interne. Donc, on a ce concept de base où en fait, nous, on veut pas aller chercher de la donnée externe.
on veut aller chercher notre donnée interne. Et notre donnée interne, elle est assez complexe. Il y a beaucoup de legacy, il y a beaucoup de systèmes qui s'entremêlent, qui sont partis de ce principe-là. Et l'idée, c'était de dire, OK, en fait, les choses, elles évoluent, les choses, elles sont développées en interne. Donc, on parlait de legacy tout à l'heure, ce concept de les gens vont partir, on va perdre la connaissance. Ça va changer, les modèles de données vont changer. Les modèles de données changent régulièrement. Tu vois, quand je dis les modèles, c'est le schéma, en gros, le type d'un champ, le nom d'un champ. Et c'est là qu'on se dit, ah d'accord, et Christophe Lefray l'expliquait du coup dans le podcast de la semaine dernière, où c'est très bien qu'il ait pu introduire ce concept de data contract, parce que je vais pas avoir besoin de beaucoup réinsister dessus. Mais l'idée, c'est de dire, on veut se prévenir de tout changement qui pourrait influencer toute la chaîne de transformation et qui pourrait rendre à la fin un dashboard inutilisable parce qu'il y a un KPI qui a changé de nom. Et là, il faut remonter toute la chaîne, toutes les transformations, savoir pourquoi ça marche plus, voir toutes les dépendances. Et pour ceux qui utilisent DBT, vous pouvez voir le lineage, c'est en gros l'arbre de dépendance entre les différentes étapes de transformation. Dans une boîte comme VP ou comme n'importe quelle boîte de notre échelle, c'est énorme. C'est un truc, il y a des dépendances partout, quoi. On va dans tous les systèmes, on recoupe tout. Donc c'est très compliqué. Donc l'idée, c'était de dire ça. OK, on veut ingérer de la donnée dans un endroit centralisé, mais on veut que ça soit stable. On veut que ça soit qualitatif. On veut que quand il y a un changement, tout le monde soit au courant. Qu'on puisse rejouer la donnée avec les versions précédentes, celles où il n'y avait pas eu encore les changements. Donc on historise toutes les différentes versions. Donc ça, c'est une première approche sur la qualité et la stabilité de la donnée qui justifie qu'on développe ce concept de data contract, qui est juste, on se met d'accord entre les gens qui créent les entités de données. Donc typiquement, dans un entrepôt, les gens vont créer des parcelles, donc des colis. Ils vont avoir un outil interne pour créer leur colis. Derrière cette donnée, ils vont l'envoyer, ou nous, on va se connecter à leur API, ça dépend des boîtes, mais ils vont vouloir exposer ces données pour que derrière, dans les outils BI, quelqu'un puisse faire des reporting pour dire « Ah voilà, on a envoyé tant de colis, des choses comme ça ». C'est vraiment l'accord entre cette personne dans les entrepôts qui crée cette donnée-là, qui connaît le modèle de données, et ceux qui vont vouloir l'utiliser pour dire « Ok, je te garantis en quelque sorte que je t'envoie cette liste de champs, avec tel nom, avec tel type, avec tel format de données aussi ». Je pourrais être un peu exhaustif sur exactement tout ce qu'il y a dans nos data contracts, mais en gros, c'est les formats, les fréquences d'ingestion, la technologie, parce qu'on propose un catalogue en quelque sorte, plusieurs manières d'ingérer la donnée pour être un peu flexible, et surtout les champs, les types et les noms, quoi. Mais vous, il y avait une grosse spécificité dans l'approche que vous avez prise par rapport peut-être à d'autres, c'est que c'est de la responsabilité des équipes avec lesquelles vous travaillez, donc toutes ces équipes tech qui ont des systèmes qui peuvent être des systèmes marchés ou même des outils qui ont été développés en interne, etc. Enfin, des systèmes finalement qui produisent de la donnée, c'est eux qui doivent finalement vous pousser la donnée dans le data warehouse en respectant le contrat, finalement, si on revient à ce concept-là, que vous avez énoncé. Et donc, si on le fait simple, c'est tu me pousses ça tous les jours, à telle heure, tant de colonnes, avec un certain nombre de règles, etc., qui ont été énoncées. Par rapport à d'autres boîtes qui vont aller se connecter partout, en fait. Ouais, c'est ça. Où ça va être à l'équipe data platform d'avoir la responsabilité d'aller voir l'équipe. Et l'équipe va dire ouais, bien sûr, nous, il y a une API, débrouille-toi avec l'API et récupère la donnée dont tu as besoin. Et donc, c'est l'équipe data qui s'en occupe, qui doit comprendre le concept, etc. J'aimerais bien que tu zoomes 2 secondes sur contextuellement pourquoi vous êtes parti sur directement. Nous, on met à disposition un contrat et une manière de s'interfacer, donc finalement une API, et c'est les équipes qui viennent s'y connecter et pousser la donnée. Parce que c'est plus compliqué au début, en tout cas, pour récupérer la donnée, d'aller convaincre tout le monde de faire ça, plutôt que juste se dire, tiens, la première source, on en a besoin, je me connecte à l'API, demain, j'ai la donnée et terminé, quoi. Le pourquoi on part sur cette solution-là, ça vient de quoi on a besoin, donc de KPI, de business intelligence ou de machine learning, ou bref, d'être data-driven, en quelque sorte. Et ça implique quoi? La stabilité. Donc, data contract. Donc, après, comment est-ce qu'on crée un argumentaire autour de ça pour dire, mais il y a de la valeur à pousser la donnée. Et là, il y a la notion de responsabilité de la donnée qui rentre en jeu. Dans mon entrepôt, si je change quelque chose dans mon entité et que les gens sont venus se connecter, 9 fois sur 10, il y en a un qui va rater l'information, forcément, il va y avoir un souci. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, quand il va y avoir le souci, et il va arriver, forcément, quand il va y avoir un changement, qui va être responsable de corriger toutes les erreurs que ça va provoquer. La data, étant centralisée, va du coup dire « Ah, ok, l'API a changé, il y a un champ, ok, je vais update mon code. D'accord, maintenant, j'ai ingéré éventuellement des messages qui sont pas bons, ou alors il faut que j'update toute ma transformation parce que, tu vois. » Donc là, je suis en train de subir ce changement-là. J'ai pas forcément planifié ces choses-là, et du coup, je vais pas forcément être réactif. Et en fait, on va créer beaucoup d'inertie, tu vois, sur ces choses-là.
Un autre élément, c'est que les équipes data sont centralisées. C'est peu de personnes, les équipes data. Quand je dis qu'on a 50 personnes dans la data, on n'a pas 50 data ingénieurs. Quelques data ingénieurs, sur les doigts d'une main, sont en charge de gérer tout un tas de produits et d'ingestion et de pipelines en quelque sorte. En fait, en maintenance sur le long run, c'est un effort considérable. Tu prends le choix de dire, OK, on va hyper vite. En 3 mois, on s'est connecté à 10 API. Regarde, on a la donnée dans le warehouse. On est allé à 2000 à l'heure. Et en fait, c'est vraiment parce que tu pourrais te dire, même d'un point de vue un peu politique, genre au début, ça peut être le choix qui va te faire shiner plus vite. Tu fais pas chier les équipes. Très vite, tu délivres quelque chose. En 3 mois, tu as quand même réussi avec une bonne team à te connecter à pas mal de choses, à commencer à créer de la donnée et apporter de la valeur. Mais en fait, sur le long run, si tu anticipes un peu le scale de la boîte et surtout la maintenance dans le temps de ces pipelines de données, enfin de ces ingestions, c'est évident que tu fonces dans le mur, quoi. Soit ça veut dire qu'il va falloir que tu multiplies ton équipe pour continuer à ingérer des nouvelles choses et pour absorber, enfin tu vois, pour proactivement toutes les semaines limite se dire attends, est-ce qu'il y a un truc qui a changé, tout le temps regarder derrière ton épaule, ça devient infernal. Et là où tu as raison, c'est que tu peux pas responsabiliser les équipes des sources pour te prévenir des changements si en fait ils sont pas eux-mêmes responsables du pipeline. Enfin, tu pourrais. Peut-être que c'est le choix que d'autres font. Oui, alors il y en a qui font intervenir éventuellement les équipes qui créent la donnée sur les pipelines, notamment avec l'analytics engineering. Tu vois, il y a des gens qui disent nous on va se connecter à tes API, derrière c'est toi qui transformes la donnée. Tu vas dans notre data warehouse et tu fais la transformation. Nous c'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui fassent ça. Nous c'est pas le cas pour l'instant. Mais du coup c'est ce que tu disais, hein, le truc de en fait c'est eux qui ont la responsabilité. C'est pas qu'ils ont la charge de travail, c'est que eux, ils ont la connaissance de l'information. Ils sont en première ligne. C'est leur modèle, c'est leurs entités de données. Nous, on est un passe-plat. Ok, on va faire de la transformation. Ok, il y a des gens qui vont avoir la connaissance sur la modélisation globale parce qu'évidemment, on travaille avec tout le monde. Les équipes data centralisées sont les seules équipes qui vont travailler avec tous les services, tous les départements. Donc oui, on va acquérir une certaine connaissance de la modélisation et savoir que quand il y a un changement, bon, bah voilà le workaround, voilà. Mais c'est pas nous qui créons cette entité. Quand un nouveau produit il est designé, on n'est pas là avec les équipes à dire ah voilà donc il faut telle entité de données, donc tu vas avoir un produit, tu vas avoir une campagne, tu vas avoir un prix pour le produit, tu vas avoir un nom. Tu vois non, la modélisation, bah, on n'est pas là pour le construire avec eux, c'est drivé par le besoin qu'ils ont. Et donc en fait tu vas avoir du mal à savoir si à un moment donné il y a un changement au sein de cette équipe qui fait que tiens ils rajoutent un champ ou ils en suppriment un parce qu'il est plus du tout logique d'un point de vue business. Mais eux, si en fait ils n'ont pas la responsabilité de pousser la donnée, ils vont pas non plus se rendre compte qu'en fait ça va défoncer toute la transformation et jusqu'au tableau de bord ou voire même des algorithmes, etc. quoi. Il y a un élément en fait hyper important qu'on n'a pas mentionné encore, c'est que avoir cette architecture autour des data contraints, c'est pas seulement juste pour la partie qualité, c'est aussi pour toute la partie quelles sont les ressources dont on a besoin pour ingérer la donnée. Et donc là on rentre dans la partie du coup c'est un ETL, enfin c'est un ETL, c'est un ELT, c'est un extract load, c'est un EL quoi en gros, extract load. Mais du coup nous quand on a, pour prendre un exemple, quand on a un nouveau produit qui nous dit voilà j'ai un nouveau modèle de données ou alors j'ai un modèle de données qui n'est pas ingéré, qui existe depuis longtemps, j'ai envie de le rendre disponible, nous notre rôle c'est de leur proposer un service pour le faire facilement. Donc pour qu'ils puissent exposer ce modèle de données. Mais que de notre côté ça ne génère pas une charge de travail parce qu'en fait notre côté en termes d'architecture, enfin d'outils, tu vois, de ressources, on a besoin de plus de ressources hardware, mais on n'a pas besoin de plus de logique pour créer le bus de données, la partie API, tu vois, qui va être l'endroit où ils vont pousser la donnée, donc les données brutes, tu vois, que tu mets dans ton data warehouse. Ça, on veut que ça soit créé dynamiquement. Et en fait, créer une plateforme autour de data contract, ça nous permet ça. Ça nous permet de dire, ok, tu te mets d'accord sur les champs avec le business, qu'est-ce que tu as chez toi, de quoi le business a besoin. Si chez toi, tu as besoin de refaire un peu de modélisation, c'est quand même bien que tu puisses le faire parce que de toute façon, tu vois, ça va être utile de ton côté et derrière, tu vois, il y a moins de transformation d'efforts, donc ça va aller beaucoup plus vite pour l'exposition de la donnée. Et quand tu es prêt, ok, on a un data contract, on clique et en fait, on déclenche toutes les ressources et ça va être dynamique, tu vois. Nous, on va pas coder quelque chose. Ok. Donc c'est ça en fait qu'on a créé, c'est cette partie. Donc c'est presque un retour finalement à l'ETL, mais pas au sein de votre équipe, juste au sein où vous avez redécentralisé finalement une bonne partie de la transformation en entrée lorsque c'est possible pour éviter, encore une fois, de recréer un goulot sur une équipe qui a beaucoup moins de ressources. C'est ça. Pour faire toutes les transformations un peu basiques à minima, en tout cas pour que la donnée soit clean. Je suppose qu'après les transformations qui permettent vraiment d'avoir des KPI calculés ou d'arriver dans les tableaux de bord, ça se passe plus tard en fait. Là, c'est une autre équipe qui reprend la main. Ouais. Mais c'est vraiment cette idée de scalabilité, tu vois, de dire, ok, mais en fait, une fois que tu as sorti ce genre de produit, ou alors une fois qu'une équipe ou qu'un domaine a compris comment utiliser ce service-là, et derrière, eux, ils peuvent envoyer tout ce qu'ils veulent, tu vois, et ils n'ont pas besoin de nous pour aller coder pendant 3 jours, tu vois, une feature, ou non, ça va
dérouler. Et c'est ça l'objectif, tu vois, ça fait partie des valeurs. Peut-être qu'on va parler de comment on fait pour convaincre les gens du coup d'utiliser cette approche-là, mais ça fait partie des arguments de dire, mais en fait, voilà, il y a un effort, il y a une barrière à l'entrée. Évidemment, on vous demande de faire quelque chose. Vous aviez des API existantes, vous nous dites, bah, le modèle de données, il est là, vous pouvez aller les chercher, et nous, on vous dit, non, on ne veut pas aller les chercher, on veut que vous les poussiez sur un endpoint qui est dédié à, tu vois... En respectant un contrat, quoi. Donc, t'acceptes d'aller un peu plus lentement au départ, mais de toute façon, c'est le principe du data contract. Hein, t'acceptes d'aller un peu plus lentement au départ pour un gain de scalabilité long terme. Mais effectivement, maintenant, je pense qu'on a une meilleure vision de ce que vous avez mis en place, même si on rentre pas forcément dans le détail de la partie data contract. Mais ça, je me dis, ça pourra presque faire un focus d'un épisode ultérieur, parce que là, j'aimerais qu'on garde une vision un peu globale sur le sujet. Je suis curieux que tu nous expliques un peu comment ça s'est passé, comment vous y êtes pris pour convaincre les gens. Quelles ont été un peu les étapes de la mise en place de ce produit, un peu depuis sa conception jusqu'à son adoption par l'intégralité de l'entreprise? Quand ça a été pensé, cette plateforme-là, on était dans une période où VP a fait beaucoup de synergie sur les différentes boîtes du groupe en Europe. Donc on a dû migrer les modèles de données, les différents systèmes, les différents outils. Le groupe VP aujourd'hui, c'est ventreprivée.com, du coup, qui a beaucoup grossi en Europe par des acquisitions. Et du coup, il y avait plein de systèmes différents. Donc en fait, il y avait une opportunité de se dire, OK, avoir une plateforme de gestion globale où le modèle, de toute façon, est en train d'être changé au sein de la boîte. Tu vois, le modèle global de toutes les entités de données est en train d'évoluer. C'est le bon moment. Il y avait une question de timing, de dire, OK, en fait, la transformation peut passer par là, le changement peut passer par là, parce que là, il y a beaucoup de choses qui changent. Et du coup, c'est le moment où on va avoir ces discussions, où on va pouvoir aller voir les nouveaux produits ou les produits synergiques, pour dire, voilà, on discute des roadmaps, on discute de ce qu'il faut faire pour les synergies, tu vois, pour les convergences. Bah, dans la liste des choses à faire pour les convergences, on est une boîte où on veut être data-driven. On se dit que, tu vois, c'est une bonne idée que les différents produits soient responsables de leurs données. Qu'est-ce que tu en penses? On a cette solution-là, on a cette approche-là, on va vous proposer ce service. Et notre rôle en tant que data centralisé va devenir un rôle de prestataire de service, tu vois, de solution pour faciliter cette vision globale du groupe d'être data-driven. Donc, il y avait cette question-là de timing et de dire, OK, ça a l'air d'être pertinent maintenant. Parce que quand on compare à une startup, on part pas de rien. Tu vois, c'est pas OK, je vais proposer une solution parce que on est en train de développer plein de produits dans la boîte. Ils n'ont pas le temps, donc on va aller se connecter à leur truc et on va être agile et on va s'adapter. Et à l'inverse, c'était pas un gros groupe où il y avait plein de choses qui étaient déjà là. Et en fait, ça n'a pas bougé pendant 5 ans. Bah, tu vas te connecter et ça va rester stable, tu vois. Il y aura sûrement beaucoup d'outils. Mais comme on disait tout à l'heure, ok, bah, tu fais l'effort, c'est juste une question de sizer tes équipes. Ouais, donc en fait, tu avais assez de contexte, assez de stabilité pour te dire, ok, c'est la bonne solution pour notre contexte, dans le sens où il nous faut ça pour être capable de scaler, pour être capable d'absorber justement les rachats demain. Et même, effectivement, cet outil permet aussi de venir, grâce au contrat, standardiser les modèles de données d'entités différentes pour qu'ensuite tu puisses, je suppose, en sortie sur les aspects analytics, etc., avoir un pilotage global, même si dans les outils, ils gardent leur modèle un peu différent, quoi. Mais effectivement, en plus, ça peut continuer à absorber des changements qui restent un peu décentralisés, quoi. Dont la charge de, en fait, si vous faites évoluer votre modèle, nous, finalement, on s'en fiche tant que vous continuez à respecter le contrat. Et non, mais c'est ça, parce que c'est aussi l'objectif de la plateforme. C'est ce qu'on appelle versionner les ingestions, en fait. On va dire, ok, mais vous voulez changer un champ, vous voulez ajouter un champ, on fait une deuxième version, on fait une troisième version, on fait une énième version du contrat et on garde de toute façon l'historique de tout. Le jour où il y a un problème, la donnée est supprimée, nous on a des systèmes, on va pouvoir rejouer les données avec les différentes versions précédentes et avoir toujours l'historique, tu vois, tel qu'il a été. Et juste du coup, si on prend un peu de hauteur, juste pour que je comprenne, grosso modo, comment ça s'est passé, en combien de temps vous avez convaincu la boîte de partir sur cette vision-là? Puis après, en tête, il y a eu une première grosse itération qui a été faite avec les systèmes principaux. Tu vois, est-ce qu'il y a des phases un peu qui se déclinent? Je vais parler un peu pour mes prédécesseurs, mais en un an, ils ont été capables de faire des POC sur des produits notamment, par exemple tous les produits liés au voyage, c'était les premiers à faire la convergence. Et du coup, on avait fait des tests avec ces produits-là. Et après, comme ça, on a scalé petit à petit. Mais du coup, il a fallu une phase de développement pour penser cette approche data contrat qui, encore une fois, c'était il y a un petit moment, n'était pas forcément évidente. Après, il y a eu une longue phase de petit à petit, certains produits se sont mis à switcher, à utiliser ça. Et en parallèle, je parlais d'informatica tout à l'heure, on continue à faire de la gestion avec des systèmes legacy. Ok. Donc en fait, ça vit en parallèle. Ouais. Mais tu as une solution target en quelque sorte, et tu vois, quand tu as les nouveaux use cases, tu essaies de pousser vers cette solution-là. Mais c'est pas binaire, tu restes flexible évidemment. Il y a des produits qui n'ont pas la bande passante, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas...
Tu vas pas leur dire on n'ingère pas la donnée. Non, on continue à éventuellement utiliser les systèmes qu'il y avait en place et s'arranger pour que ça fonctionne. En ayant cette idée encore de qualité derrière, de contrat, tu vois, on essaie un peu de la mettre partout. C'est quoi le plus gros challenge plutôt que toi, tu as rencontré justement un peu depuis que tu as repris ce périmètre? Tu vois, ce serait un peu cette troisième phase de tu as un produit qui a été développé et qui a eu une phase de run où il y a eu de l'adoption. Et moi, j'arrive à un moment où, OK, est-ce qu'il y a des freins à cette adoption? Est-ce qu'on va réussir le switch complet? Mais on parle de, je sais pas, combien de produits qui avaient adopté proportionnellement par rapport au nombre de produits? Je dirais 30%, parce qu'il y a une grosse part du legacy ou de la donnée qui était ce que la BI faisait avant, donc des données front, les visites, les commandes. Il y a eu aussi le fait que les systèmes français en fait ont été mis en place pour la plupart dans les différents pays. Donc ce que l'on appelait legacy finalement est encore d'actualité, tu vois, est encore pertinent. Donc il y a encore une grosse part qui tournait, enfin à ce moment-là, sur les ingestions avec Informatica. Ok, donc du coup je t'ai coupé, toi t'allais dire, donc t'es à 30%. Qu'est-ce que tu mets en place pour... Est-ce que tu as l'impression que tu vas à 25% dans 6 mois ou que tu vas à 60% dans 6 mois? C'était une équipe qui était un peu en souffrance en termes de staffing. Voilà, des gens qui partent, des périodes un peu floues sur où va l'équipe, quelle est la vision. Mais le produit, tu vois, était là et fonctionnait toujours. Mais du coup, il n'y a pas eu beaucoup de développement sur le produit. Il y a eu beaucoup de support, quoi. Tu vois, des gens qui étaient des experts, mais qui étaient là en pompier, quoi, sur éteindre des trucs, faire beaucoup de support. Tu vois, 2 personnes pour gérer des plateformes qui sont énormes. Donc moi, je suis arrivé, on a restaffé l'équipe au même moment. Et il y a eu cette question tout de suite de dire, OK, donc pour aller aux 60% et pas aux 25%, en fait, OK, comment est-ce qu'on fait pour le faire adopter? Quels sont les bloqueurs classiques? En fait, on en a parlé en préparant un peu, mais c'est des choses... Est-ce que ça a de la valeur pour les gens qui poussent la donnée? Est-ce que quand quelque chose va mal se passer, c'est-à-dire que lui, il fait un changement de son côté, il change sa structure de données sans forcément s'en rendre compte, tu vois? Est-ce qu'il va être alerté? Est-ce que c'est pas le business qui va nous dire, en fait, il manque 50% des données et nous qui regardons dans les logs pour dire, ah oui, effectivement, ça passe pas, tu vois? Donc, est-ce que c'est monitoré? Est-ce qu'on garde le contrôle sur comment ça marche? Est-ce que ça marche bien? Tu vois, il faut arriver à se lister un peu des questions et de savoir si on peut y répondre. Comment marche mon produit? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce que je peux faire mieux? Quand il y a un problème, est-ce que je suis informé? Quand il y a un problème, est-ce que je réagis vite? Est-ce que j'ai la compétence pour réagir? Combien j'ai de problèmes? Tu vois, c'est vraiment des choses basiques, mais c'est en fait mettre de la data dans ton produit, mettre du monitoring, mettre de l'alerting, après s'engager un petit peu aussi, faire du support. Tu as un produit avec des fonctionnalités, tu demandes un effort aux gens s'ils veulent l'utiliser, est-ce que tu les accompagnes pour faire cet effort-là? Bon, bref, ça, c'est des trucs un peu bateaux, tu vois, mais en fait, c'est les trucs auxquels on pense le moins, tu vois. Enfin, c'est dans les... Enfin, pas on pense le moins, mais... Bah, pas, tu t'arrêtes un petit peu au dernier mile, tu dis c'est bon, Ouais. on a le produit, il marche, et tu penses, en fait, les petits détails autour, qui sont ce pas va du faire dev qu'il sera forcément. bien packagé, quoi. Et en fait, c'est des trucs, tu vois, voilà, donc, sur lesquels on a travaillé. On s'est posé sur, OK, est-ce que on arrive à être qualitatif sur le support, la résolution des incidents et en gros tout le service en quelque sorte après-vente. Ça a été un de nos gros sujets de l'année 2023. Du coup, maintenant, on s'est dit, OK, donc monitoring, il faut être à fond là-dessus, mettre en place les métriques, loguer ce qu'il faut, s'en servir, faire le lien avec les alertes et les gens qui doivent recevoir les alertes derrière, et derrière surveiller ce système-là. Et une fois qu'on a tout ça, après on se met des objectifs et on se dit, OK, donc maintenant on sait comment ça performe. Du coup, on veut faire ça, ou on veut faire, tu vois, mieux là-dessus, ou ça c'est OK et on va pas faire d'efforts. Donc je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? On parlait sauf le faire tout à l'heure, mais évidemment, sa newsletter est très bien. Il y a d'autres newsletters dans le monde anglo-saxon. Il y a un site, une newsletter, un podcast qui est très bien, Modern Data Stack, que je regarde pas mal. Mais en fait, là où je trouve le plus de valeur en termes de contenu, souvent c'est les meet-up, les rencontres, enfin tu vois, rencontrer vraiment les entreprises qui font des choses similaires, savoir comment ils le font, et les meet-up c'est un endroit parfait pour ça. Discuter avec les gens qui sont là aussi, parce qu'il y a, tu vois, il y a des questions, il y a des, c'est de l'échange réel, et puis quand tu fais de la veille, avoir un moment dédié où tu sais qu'en fait pendant 1 heure tu vas écouter des gens qui te racontent ce qu'ils font chez eux et avoir l'opportunité de leur poser ces questions, déjà c'est que tu vois, tu vas le faire. Mais c'est presque un petit coaching gratuit, ça peut te faire gagner beaucoup de temps. Mais d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que je m'en parlais il y a pas longtemps à quelqu'un qui me disait ouais, ce serait cool que tu creuses plus parfois des sujets sur DataGen. Je suis en mode, bah oui, moi aussi j'aimerais creuser tous les sujets, mais bon, après, faut faire des choix. Et il me dit parce que bon, tu me diras, après, la dernière fois, j'ai contacté la personne et en fait, je vais aller lui poser les questions que je voulais. Je dis, bah c'est parfait parce que c'est aussi ça que j'ai en tête, c'est un peu un espèce de meet-up, tu vois, mais à
à grande échelle et décentralisé, où après, bon, les gens prennent l'initiative de prendre contact, et souvent, on me fait ces retours de, ah bah tiens, j'ai contacté la personne, je me suis rendu compte qu'elle était accessible. Tu vois, c'est possible que là, si des gens ont des enjeux un peu, justement, orientés data contract, vu que c'est un peu un sujet en vogue en ce moment, et que vous, j'ai l'impression que vous avez quand même bien travaillé le sujet depuis un moment, possible que tu reçoives, tu vois, des messages pour creuser ces points-là, parce qu'on n'a pas pu prendre le temps de rentrer dans le détail. Si ça peut être pas le summary, mais l'outcome de ce podcast, c'est que vraiment, le data contract, c'est un sujet en ce moment très tendance. Il y a plein de boîtes, je suis sûr que VP n'est pas la seule, mais qui ont mis en place ces concepts-là, parce qu'évidemment, ils font du sens, enfin, ils ont beaucoup de sens, il y a quelques temps déjà, voire plusieurs années, et qui ont déjà, tu vois, expérimenté les avantages et les inconvénients, et comme on disait tout à l'heure, les frictions que ça peut évidemment provoquer dans la boîte. Qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Les profils, la data, c'est franchement un domaine où tu as des gens intelligents, ouverts. Encore une fois, on en parlait un peu en off, mais ça se passe bien dans les équipes. C'est bienveillant, tu vois, c'est vraiment un domaine, je trouve, où on peut évoluer sereinement. Il y a aussi ce truc de... C'est pas un domaine récent, mais il y a des opportunités pour les jeunes aussi, tu vois, pour les juniors, et t'as pas besoin d'avoir fait 20 ans éventuellement pour te lancer. Il y a plein de startups où il y a des gens qui sortent d'école ou qui ont fait 5 ans, moins de 5 ans d'expérience, qui font des choses très très intéressantes, et c'est un domaine où justement tu vas avoir de la valeur assez rapidement, et à l'inverse tu vas pouvoir aller sur des trucs très spécifiques et aussi avoir des profils d'experts qui vont trouver leur bonheur dans ce domaine-là, parce que il y a plein de choses encore à explorer. On parle souvent des data contrats, tu vois, mais il y a plein de choses très très intéressantes. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser ? Moi, j'ai fait un graduate programme, donc changer de mission tous les 8 mois, mais en étant quand même dans le même contexte à chaque fois. Je fais le parallèle avec le conseil, où généralement on se dit, le conseil c'est bien parce qu'on va enchaîner les missions, on va progresser et tout. Et c'est vrai, la partie graduate, franchement, je le conseille à tout le monde. Enfin, après, c'est plus difficile de trouver, comme tu disais tout à l'heure, un graduate en data. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Après, j'avais pas fait une école peut-être qui prédisposait à la base, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Et j'en ai pas vu ailleurs. Dommage, en fait. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? J'ai fait mon stage de fin d'études chez Warner Bros. C'est comme ça que j'ai commencé en data. Alexandre, mon manager à l'époque, me disait, j'avais pris un feedback assez négatif sur une analyse, tu vois, et je pense que c'est un truc que tous les data analystes retrouvent, mais c'est quelque chose auquel je fais très attention, c'est le double check. La data analyst, tu communiques tout le temps. Tu donnes des KPI, tu donnes des infos, tu donnes de l'insight. L'insight, il a intérêt d'être correct, parce qu'il y a une valeur, tu vois, il y a peut-être 50% des insights, ou qui vont pas avoir beaucoup d'impact, ou bon, s'ils étaient pas là, c'est pas très grave, mais il y en a qui vont, tu vois, driver des décisions, Ouais. Et depuis, c'est quelque chose que j'applique tout le temps, de double-checker, de faire très attention. Quand il y a un aspect communication, ou même quand quelqu'un vient demander une opinion et qu'on dit « Ah oui, mais à mon avis, c'est tel ordre de grandeur, tel ordre de grandeur. » Non, en fait, je check, tu vois, tout le temps. Faut s'appliquer la rigueur de la data à nous-mêmes. Quand on met à disposition des dashboards, des analyses, choses comme ça, on veut que les gens fassent ça sérieusement quand ils l'utilisent. C'est la même chose pour nous, tu vois. Écoute, Victor, on arrive sur la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas d'être venu partager tous ces tips sur le podcast. Un épisode un peu technique, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde et qu'on a suffisamment, pas vulgarisé, parce que c'est quand même pas de la vulgarisation non plus, mais qu'on a suffisamment expliqué les sujets pour que tout le monde s'y retrouve. Puis je te dis à bientôt. Merci beaucoup.